Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Placement, une émission en direct qui vous appartient et pendant laquelle je vous invite à nous poser toutes vos questions. Une émission très intéressante puisque, en effet, on se pose des questions que vous vous posez sans doute, à savoir, est-ce que le CAC 40 est à son apogée? On est au plus haut depuis 10 ans maintenant. Est-ce qu'il est encore temps de monter à bord pour en profiter ou est-ce qu'au contraire, il faut être prudent? On verra ça dans la première partie. Deuxième séquence, les SCPI, vous le savez, on en parle souvent dans cette émission, c'est un placement très recherché, très intéressant dans cette période de taux bas. Malgré tout, est-ce que le marché français suffit à absorber la demande? Ne faut-il pas aller voir du côté d'autres pays européens? C'est aussi un sujet que l'on va aborder en deuxième partie. Et puis, troisième séquence, un beau sujet d'investissement, la thématique de l'intelligence artificielle. C'est en effet très porteur, à la mode un petit peu, comment trier le bon grain de l'ivraie et comment essayer d'en profiter. Eh bien, on en parlera avec un spécialiste de la financière de l'échiquier qui viendra nous expliquer ses recettes. Voilà, c'est Parlons Placement, c'est votre émission, ça commence maintenant. Jonathan Lévy m'accompagne pour cette première partie. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, les marchés financiers avec ce cas qui nous a fait un peu peur au mois d'août pendant les vacances. Je ne sais pas si vous étiez resté sur les plages de l'Hexagone ou ailleurs, mais à un moment donné, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on avait fini la hausse? Et puis c'est reparti à la rentrée et on est au plus haut. Effectivement, c'est toujours un petit peu surprenant. Le mois d'août a été très compliqué sur le marché, très, très volatile. Une correction quand même assez marquée, de l'ordre de 5% pour les indices, qui est beaucoup pour un indice. Et puis en septembre, contre toute attente, il y a une belle reprise et le CAC est pratiquement au plus haut de l'année. Aujourd'hui, il a atteint en septembre les 5600 points quasiment. 5700 points, quasiment 5196. Oui, c'est un plus haut de 10 ans, quasiment. C'est un plus haut de 10 ans. Alors, justement, on a atteint, deux fois, on a dépassé ces niveaux-là. On a atteint les 6000 points et plus. Alors, il faut remonter très loin. C'était la première fois en 2000. Oui, la fameuse bulle Internet. Juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Et puis ensuite, c'était avant l'éclatement des subprimes, la bulle des subprimes, donc en mai 2007. Et à chaque fois, ce qui s'est produit dans la foulée, dès qu'on a dépassé les 6000, il y a une baisse drastique de l'indice, drastique des marchés, de l'éclatement de la bulle Internet, l'éclatement de la bulle des subprimes, qui a provoqué des baisses très très fortes de l'indice. Donc si j'entends votre raisonnement, vous dites, oulala, attention, on arrive dans une zone de danger près des 6000? Non, et pour autant, je pense qu'il n'y a pas de similitude avec le contexte de marché d'il y a 12 ans et d'il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que la bulle Internet, on avait vu que les indices avaient fortement monté avant cette forte baisse. Ils avaient pris l'ordre de 30% en un an. Quand on regarde le CAC 40 aujourd'hui, certes, il a beaucoup monté sur 2019, mais si on regarde sur un an glissant, il est en hausse de 3% en fait. Donc la hausse, elle est finalement assez faible, elle est assez lente et de ce côté, elle est assez saine. Il n'y a pas de bulle comme il peut y avoir en 2000 ou comme il y a pu y avoir également en 2007. Il n'y a pas de causes qui viennent de la politique monétaire et qui serait une expansion un peu artificielle ou gonflée grâce aux taux de plus en plus bas et qui font mécaniquement, on le sait, monter les prix? Alors il y a deux causes que je vous laisse juger artificielles ou pas, mais les deux causes qui expliquent la hausse récente des indices sont la première, la politique monétaire des banques centrales européennes et américaines. Depuis fin 2018, elles disent qu'elles vont changer leur fusil d'épaule, qu'elles vont en faire plus. Elles l'ont mis en œuvre, en fait, elles sont passées de la parole aux actes. Et ça a contribué à faire monter les marchés. Ça a rassuré les marchés, ça a rassuré les investisseurs. Alors, est-ce artificiel? Ça, je vous laisse juger. En tout cas, ça aide les marchés actions à progresser. Pourquoi je parle d'artificiel? C'est en tout cas peut-être un peu contre nature d'arriver à des taux négatifs. On se dit, est-ce que le système n'arrive pas au bout d'une certaine logique? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne touche pas le plancher ou peut-être que ça va continuer? Et comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde de taux peut-être durablement bas ou négatifs? D'abord, c'est parce que l'inflation est très très basse. En fait, on est dans un contexte qui n'est pas déflationniste, mais qui est on est dans un contexte d'inflation très très basse. Et ça, il faut absolument lutter contre ça. Et donc,
il faut en faire plus que par le passé, et c'est pour ça que les taux sont faibles, voire négatifs. Alors, est-ce que c'est contre nature? C'est effectivement pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est aujourd'hui la meilleure chose à faire. Il y a des effets secondaires à cette politique-là, mais c'est probablement la meilleure chose à faire pour lutter contre la faiblesse de l'inflation et pour relancer la croissance et soutenir l'emploi. Vous soulignez 2 raisons de la hausse des cours, donc ces taux bas, et la deuxième? Et la deuxième raison, qui est elle aussi, je vous la juger peut-être artificielle, c'est la relance des négociations entre les États-Unis et la Chine. C'est le 13e round de négociations depuis 18 mois, presque 2 ans. Est-ce que ce round va aboutir? C'est là où c'est très, très spéculatif. Les marchés achètent un accord possible, mais on sait qu'avec Trump et avec les Chinois aussi, il peut y avoir un retournement, un rebondissement à n'importe quel moment. Et là, je pense que les marchés, si ça arrivait, ils pourraient se retourner très très vite. Oui, eux ne rebondiraient pas. Un mot sur quand même ces nuages qui semblent s'accumuler. Beaucoup d'économistes prévoient des ralentissements de la croissance mondiale. On le voit sur nos rivages européens, l'Allemagne qui souffre, la France qui fait cocorico, mais c'est pas très glorieux, 3, 1, 4 de croissance. Enfin, des indices PMI qui sont plutôt orientés à la baisse. Ça vous inquiète pas? Si, je regarde ça avec beaucoup d'attention. Je pense que cette situation-là que vous décrivez, le ralentissement économique, est vraiment la conséquence de la guerre commerciale. Le ralentissement qu'on a pu percevoir en Chine, malgré les nombreux plans de relance, la Chine résiste, mais c'est quelque part un peu décevant par rapport à tout ce qu'ils ont mis sur la table. En Europe, on a mis beaucoup moins d'argent sur la table. Mais on est une victime collatérale de cette guerre commerciale. On est clairement la victime collatérale. L'Allemagne est la première victime collatérale de cette guerre entre la Chine et les États-Unis. L'Allemagne est la locomotive. Ça fait baisser la zone euro. Donc c'est vraiment l'élément central. Il faut avoir conscience de ça, hein. Beaucoup de gens le répètent. Donald Trump, avec ses tweets, finalement, a un pouvoir qu'on n'imagine pas. Et cette guerre commerciale, ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis est vraiment la clé de lecture pour l'instant des marchés financiers. C'est l'élément central sur les marchés financiers. Si vous avez réponse à cette question sur le futur de ces négociations, vous avez tout compris et vous serez millionnaire dans le futur. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'espère que vous allez pouvoir me donner des indices. Qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que c'est le titre de cette séquence, est-ce que si j'ai un peu d'épargne, je la place sur la bourse? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a quand même un paradoxe sur le niveau actuel des marchés, qui est quand même sur un niveau élevé, plus haut de 10 ans, et en même temps des chiffres économiques qui sont au plus bas. Si vous prenez l'Europe, en fait, on a eu hier des indicateurs économiques qui étaient au plus bas de 7 ans et demi. Donc, il y a quand même un grand écart entre les deux. Aujourd'hui, le pari des marchés, c'est qu'il y aura effectivement une relance, un accord, et qui finira par résoudre les problèmes commerciaux et par relancer en fait le commerce international. C'est un pari qui est compliqué à tenir parce que personne n'est dans la tête de Trump, personne non plus ne peut dire ce que les Chinois vont faire dans les jours et dans les semaines qui viennent. S'ils acceptent les conditions de Trump, ils assurent la réélection de Trump en 2020. Ça, c'est sûr. Les marchés remontent, l'économie va repartir, en tout cas temporairement. Est-ce qu'ils veulent faire ce cadeau à Donald Trump? Ils ont commencé à envoyer des signaux qui disaient qu'ils ne feraient pas n'importe quoi. Trump lui-même a réagi à ça en disant qu'il était prêt à aller aux élections sans accord avec la Chine. Alors, est-ce un jeu de dupe pour les négociations? Est-ce une réalité? D'accord. La Chine n'a pas forcément intérêt, maintenant qu'on se rapproche des élections américaines, à signer tout de suite un accord qui lui serait défavorable. Donc, ça c'est un grand changement par rapport à il y a quelques mois. Ça veut dire qu'il reste des incertitudes. On le sait, les investisseurs n'aiment pas trop les incertitudes. Donc, est-ce qu'on a mangé notre pain blanc ou pas? Moi, aujourd'hui, effectivement, compte tenu de ce manque de visibilité sur les marchés, de ce décalage entre les chiffres et les indices, je serai prudent sur les marchés temporairement. Et j'attendrai de voir sur le mois d'octobre ce qui se passe. C'est un petit peu le mois d'octobre. C'est le dernier moment où ils vont faire quelque chose. S'il y a un accord, c'est à ce moment-là, octobre, novembre, c'est là qu'il y aura un accord. Après, au-delà, ce sera la campagne américaine. On va rentrer en campagne américaine et c'est fini, il n'y aura pas d'accord et les marchés vont corriger. Et d'un mot, peut-être qu'il y a des opportunités aussi pour profiter de cette guerre commerciale sur les marchés. On sait que les investisseurs ont toujours des idées originales pour gagner de l'argent. Ouais, alors
pense que dans ce contexte, il faut être en particulier prudent plutôt, avant de parler d'opportunités sur les actifs cycliques qui ont pas mal remonté, mais qui, si ça se passait mal, pourraient chuter beaucoup. Et aujourd'hui, j'irais plutôt sur les valeurs de croissance. On va parler d'un fonds dans la troisième partie. Dans l'intelligence artificielle. Voilà, qui pourrait profiter effectivement d'un contexte. D'une croissance long terme sur des thématiques fortes. Merci Jonathan pour ces explications toujours aussi limpides et intéressantes. On se retrouve bientôt pour un nouvel éclairage sur les marchés financiers. À bientôt. Merci à vous. Alors, on va s'intéresser au marché immobilier et on va dézoomer. On parle beaucoup du marché hexagonal, voire du marché parisien. Bonjour Vincent Kutowicz. Bonjour Thomas. Là, on va prendre du recul. On va aller faire un petit tour en Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe, on doit la garder à l'œil? D'abord parce qu'on a un souci constant, c'est celui de la diversification. C'est vrai que ces dernières années, on a considéré que les placements, notamment en SCPI, se faisaient beaucoup en France. Et aujourd'hui, j'ai en tête un chiffre sur les SCPI qui se sont créés depuis le début de l'année. La plupart ont pour objectif d'investissement d'aller en dehors du marché français. Parce qu'ils trouvent peut-être plus de biens immobiliers en France. Je pense qu'on n'en est pas là, mais toutes en tout cas. Les sociétés de gestion ont compris qu'il faut se déconnecter uniquement du marché français. Et il y a des marchés très intéressants, notamment le marché allemand, qui a un effet de rattrapage important à réaliser sur lequel les sociétés, notamment les SCPI, commencent à investir de façon majeure. Alors, vous nous avez apporté un graphique où on voit qu'en effet, il y a quand même une tendance à l'échelle européenne sur le taux de vacances, comme on dit, et sur les prix. C'est vrai. Alors, en fait, ça, j'ai trouvé ce graphique extrêmement parlant, puisqu'en fait, on voit que là, on observe la courbe qui monte, c'est en fait les loyers, ce qu'on appelle les bureaux prime, c'est-à-dire les bureaux de première catégorie, premium. On voit que les loyers augmentent depuis 2012, et ça, c'est sur 40 villes en Europe, 40 villes principales en Europe. On voit qu'on augmente, là où, par exemple, on est à 440 en moyenne en Europe. À Paris, dans le quartier central des affaires, on est déjà à 600 €. On connaît aussi une augmentation. Et à l'inverse, on a par contre le taux de vacances. C'est finalement l'indicateur que le taux d'occupation des bureaux est à son maximum. Dans certaines villes, on a même un phénomène de pénurie. Par exemple, à Berlin, on est à moins de 2%, on a 1,7% de taux de vacances. Ça veut dire que là, le marché est vraiment, l'offre est très en dessous de la demande. C'est pour ça que ça tire les prix vers le haut. Complètement. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on évoquait en première partie d'émission avec Jonathan, du ralentissement que l'on peut commencer à constater en Europe et voir de la récession qui pointe peut-être le bout de son nez, notamment en Allemagne. Hein. Alors en Allemagne, le phénomène est celui qu'on peut considérer aujourd'hui, l'analyse que font les spécialistes là-dessus, c'est qu'il y a un effet de rattrapage en fait en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait pendant de nombreuses années, les loyers étaient extrêmement stables. La demande était stable également. Dans des villes comme Berlin, il y a eu probablement l'absorption aussi d'un parc immobilier lié à la réunification. Il y a eu tout d'un coup sur le marché beaucoup d'emplacements qui pouvaient se transformer en bureaux. Donc aujourd'hui, le marché allemand, c'est un marché de rattrapage. Il y a effectivement des signes que l'Allemagne serait en train de rentrer en récession. Ceci dit, avec le niveau de la pression qu'il y a sur la demande, notamment dans les grandes villes allemandes, et la pression qu'il y a sur les loyers, il y a peu de chances pour que l'impact du ralentissement se fasse très visible dans les mois qui viennent. 1,7%, je crois que c'est le chiffre, le taux de vacances à Berlin, c'est-à-dire le nombre de bureaux vides. Ça veut dire à l'inverse qu'on a près de 98% des bureaux qui sont loués. Et donc, pour trouver aujourd'hui une entreprise qui décide de s'installer à Berlin, elle est obligée de faire face soit à des loyers importants, soit d'aller chercher ailleurs. Et donc ça, c'est un indicateur. Alors c'est vrai qu'à Paris, par exemple, dans le quartier central des affaires, on est déjà autour de 2,5-3%, où on était il y a quelques années à 4, 4,5, 5%. Donc effectivement, Paris-Berlin, et notamment le centre de Paris, sont deux marchés où les SCPI investissent fortement et où elles cherchent effectivement des lieux pour
placer l'argent de leurs clients. Mais donc ça veut dire aussi, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des opportunités à aller chercher avec peut-être des loyers plus importants, enfin des rendements plus importants dans d'autres zones géographiques. Alors on parle des marchés saturés, mais il y a aussi d'autres villes qui peuvent être potentiellement intéressantes. C'est vrai. Ceci dit, nous on considère que, et c'est ce que considèrent les sociétés de gestion, aujourd'hui lorsqu'on observe où elles sont investies en Europe, elles ont 3 marchés principaux en tête en dehors de la France. C'est l'Allemagne en premier lieu, la Hollande, les Pays-Bas, la Hollande et la Belgique, donc Benelux et l'Angleterre, Royaume-Uni en tout cas. Alors le Royaume-Uni, il y a quand même un phénomène où là par contre on observe des taux de vacances qui sont un peu plus élevés, notamment dans le centre de Londres, où également les loyers ont baissé depuis quelques années, et là c'est la conséquence de l'incertitude liée au Brexit. Donc c'est pas le premier marché où les gestionnaires se précipitent aujourd'hui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une hyper centralisation des investissements et qu'on ne va pas aller chercher dans des petites villes plus éloignées des rendements plus élevés. Non, alors il y a effectivement la possibilité, certains gestionnaires vont commencer à aller regarder ce qui se passe par exemple en Europe du Sud, en Espagne par exemple, ou voir dans les pays de l'Est. Ceci dit, ce genre d'investissements se font plutôt à la marge. L'objectif, c'est peut-être d'aller chercher un peu plus de rendement. Dans l'analyse qu'on a faite chez bienprévoir.fr, lorsqu'on regarde où sont investis les principaux... là où investissent les gestionnaires, les pays de l'Est et l'Europe du Sud, c'est quand même minoritaire et minime. Donc c'est plutôt l'Allemagne et le Benelux aujourd'hui. D'accord. Comment moi, en tant que particulier, je peux profiter justement de ces opportunités ? Alors la première solution, c'est d'investir sur les foncières. Ceci dit, les foncières, donc c'est des actions cotées en bourse. On l'a vu notamment en fin d'année 2018, les gens qui étaient investis sur les foncières ont pas mal subi les mouvements des marchés financiers. Aujourd'hui, en étant investi par exemple sur les foncières, on ne voit pas nécessairement la traduction de ce qu'on ressent sur le marché de l'immobilier de bureau de façon directe, comme on peut le voir à travers les SCPI ou les SCI de rendement. Ça ne reflète pas bien leur valeur d'actif. Voilà. Et d'ailleurs, certains ont du mal à analyser. Donc nous, aujourd'hui, on reste plutôt en dehors de cette logique de foncière parce que c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe. Ceci dit, l'avantage des foncières, c'est que c'est par contre soumis à la flat tax et ça n'est pas soumis à l'IFI. Ça, c'est le point principal fiscalement qui peut être intéressant à travers la foncière. Deuxième solution, c'est bien entendu d'investir à travers la pierre papier. J'entends par là les SCPI et les OPCI. Les SCPI, l'avantage, c'est qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, on a en tête une liste de 4 ou 5 SCPI majeurs qui investissent sur les marchés allemands. J'ai en tête, par exemple, LF Europe Immo, qui a fusionné avec une ancienne SCPI qui était Europe Immo Market. Là, c'est une SCPI qui est essentiellement en Allemagne et essentiellement en bureau avec un petit peu de commerce. Mais également, les SCPI, il y en a 2 sur le marché qui investissent sur la santé. Aujourd'hui, elles commencent à investir sur les marchés européens parce qu'elles ont besoin d'aller non seulement de se diversifier et trouver des cibles d'acquisition également à l'étranger. Donc ça, c'est sur la partie SCPI, ça peut se faire à crédit. Les OPCI, c'est une autre solution, mais vous savez qu'il y a une poche liquide dans les OPCI, c'est plus volatile. Et là aussi, il y a des OPCI sur le marché grand public qui proposent une forte diversification orientée sur l'Europe. Et les OPCI ont vraiment la possibilité de diversifier fortement leur patrimoine. Mais ce qui retient le plus notre attention aujourd'hui, c'est plutôt les sociétés civiles immobilières, ou sociétés civiles de rendement. Oui, c'est la nouvelle enveloppe qui est à votre faveur. Oui, qui aujourd'hui pourquoi parce que les en gros, c'est des fonds immobiliers, si on veut être pragmatique. C'est des véhicules qui vont investir dans une sélection de SCPI, de meilleurs SCPI du marché, mais également à côté éventuellement investir dans des foncières, investir dans des OPCI. En fait, tous les véhicules que j'ai évoqués précédemment, les SCI, elles cumulent, elles diversifient ça. Et en plus, elles ont la possibilité de faire des opérations en direct aussi d'achat immobilier via des club deals, par exemple. C'est vraiment tout terrain. Et on a toute la gamme d'actifs dans cette poche. Exactement. Et elles ont donc aujourd'hui nécessairement, quand on regarde comment sont constituées les SCI, il y en a 2 ou 3 majeures sur le marché, en tout cas 2 qui sont celles qu'on propose essentiellement chez bienprévoir.fr et qui sont très diversifiées. La nouvelle SC Tangram
proposée par Spirica, Amundi, et puis il y a la SCI Capimo qui pèse déjà plus de 4 milliards d'euros, qui a été lancée il y a quelques années, de Primonial. Et lorsqu'on regarde effectivement comment elles sont diversifiées en Europe, la diversification européenne est majeure en fait dans leurs allocations. Voilà, c'est un vrai axe stratégique. J'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à se référer aux précédentes vidéos. On a eu la chance de recevoir les uns et les autres dans des émissions précédentes. Et pour répondre à votre question, pourquoi aujourd'hui c'est vraiment intéressant d'y aller? Parce que non seulement la volatilité est beaucoup plus faible que sur les autres placements type OPCI, où là on peut avoir une volatilité forte, voire sur les foncières. La volatilité est assez faible, donc c'est des produits qui évoluent, qui représentent peu de risques. Les rendements cibles, c'est autour de 4% par an dans le contexte actuel. Et par ailleurs, elles ont des frais d'acquisition qui sont beaucoup plus bas pour le client que les SCPI. En général, on est sur 2%, avec certaines opérations parfois qui, au moment du lancement d'une SCI, lorsqu'on peut le voir d'ailleurs actuellement sur la SC Tangram, où on a des frais d'acquisition qui sont réduits à 0,5%. Ceci dit, normalement, en 6 mois, on a couvert en fait les frais d'acquisition. Donc c'est beaucoup plus accessible. Le petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'acquisition de sociétés civiles immobilières de rendement par l'effet de levier. On ne peut pas faire ça à crédit, alors que c'est possible à travers les SCPI. Bon, un mot de conclusion peut-être? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il faut être, lorsque on se focalise sur le marché de l'immobilier de bureau, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que c'est une alternative au placement classique, garantie, fonds en euros. Il faut y aller, mais il faut d'emblée avoir une stratégie de diversification, et l'Europe offre beaucoup d'opportunités pour le faire. Merci Vincent pour ces explications. On se retrouve bientôt pour des prochains bons plans placement. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'investissement dans l'intelligence artificielle. Rolando Grandi m'a rejoint sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour Rolando. Bonjour Thomas. Vous êtes gérant chez Financière de l'Échiquier. Vous pilotez, entre autres, parce que ce n'est pas votre seul fonds, mais un nouveau fonds qui a été lancé il y a à peu près 1 an, qui s'appelle Échiquier Artificial Intelligence. C'est vrai que c'est un thème, un mot, une technologie dont on entend beaucoup parler. Pourquoi est-ce que cette thématique a retenu votre attention ? Vous l'avez dit Thomas, c'est le thème ou la thématique dont on entend le plus parler ces dernières années, je dirais. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un bon investissement. On entend beaucoup parler d'Uber, et ceux qui ont investi dans Uber ont perdu de l'argent. Tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi nous, à la Financière de l'Échiquier, on y croit véritablement dans ces technologies d'avenir. D'une part, on a passé beaucoup de temps à valider que technologiquement, l'intelligence artificielle avait le nécessaire pour pouvoir se déployer dans notre économie. Et on a analysé cela à travers 4 prismes, qui sont tout d'abord la data, puis le cloud, c'est-à-dire l'endroit où on va traiter ces données, les réseaux neuronaux artificiels qui ont permis à l'intelligence artificielle d'avoir une capacité d'apprendre par elle-même, et ensuite les applications, qui celles-ci sont nombreuses. Et on pense qu'aujourd'hui, on a tous ces éléments-là qui, tel un alignement de planètes, vont permettre à l'intelligence artificielle d'exister. Et en théorie, elles vont se répandre dans toute l'économie, dans tous les secteurs. Donc, à la fin, normalement, vous devriez avoir le CAC 40 ou le S&P 500 dans votre portefeuille. Alors, c'est vrai que c'est là où ça devient très intéressant. Nous sommes face à une technologie qu'on appelle d'être universelle. C'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer partout dans l'économie. C'est comme l'électricité, finalement, quand l'électricité s'est déployée. C'est l'exemple que je préfère, puisque comme l'électricité, elle n'est pas la propriété d'un seul secteur. Tout le monde peut s'en saisir. Et je pense que l'intelligence artificielle, de même manière, même si on la retrouvera beaucoup plus à l'heure actuelle dans les sociétés technologiques, de plus en plus on voit des applications dans l'automobile, dans l'industrie 4.0 avec les robots intelligents, dans l'agriculture également. Ce qui montre à quel point cette technologie peut s'adapter à tous les terrains de jeu pour amener de la productivité, pour amener beaucoup plus de croissance pour les entreprises qui les adoptent. Ce qui doit être dur dans votre métier de gérant, c'est justement de trouver des entreprises d'intelligence artificielle pour lesquelles ça a un vrai levier, une vraie création de valeur. Parce que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais si Renault commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle, ça ne crée pas tout de suite de la valeur. C'est peut-être qu'une petite partie de leur business qui va être impactée. Donc la question pour vous, c'est est-ce qu'il faut que j'achète du Renault maintenant ou que j'attende que l'intelligence artificielle leur profite? Exactement. Je pense que c'est là où la gestion active prend toutes ses couleurs, puisque ça permet
avec la discrimination par rapport aux sociétés qu'on choisit ou pas d'avoir en portefeuille, de véritablement choisir celles pour qui l'adoption ou l'utilisation de l'intelligence artificielle va être la plus importante. Je peux vous donner l'exemple de la société Tinder, donc, qui est détenue par le groupe Match.com, qui, l'application, elle ne change pas. L'utilité, ça restera toujours de connecter deux personnes à travers l'application. Mais c'est l'intelligence artificielle qui va améliorer la qualité, on va dire, de ces algorithmes de recommandation. C'est qui va améliorer l'engagement et, on va dire, l'expérience dans la plateforme. D'accord. Donc, par exemple, Tinder ou Match, je ne sais pas quel est le véhicule. C'est Match, le véhicule. Tout à fait. Vous en avez dans votre portefeuille? Exactement. C'est un des meilleurs contributeurs à la performance du fonds cette année, grâce à une croissance qui est soutenue par une expérience utilisateur qui s'améliore à travers l'utilisation de plus en plus d'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples? Oui, tout à fait. Je pense qu'un domaine qui est assez intéressant, ça reste celui de la santé. On est très sensible sur ces domaines. Et j'ai un exemple sur une société qui vient de Chine. Pour vous montrer aussi à quel point cette technologie peut être développée partout dans le monde. Ce n'est pas l'exclusivité des États-Unis, de l'Europe. Dans des pays comme la Chine, on en retrouve beaucoup. Cette société, c'est Ping An Healthcare and Technology, une plateforme de télémédecine qui compte désormais plus de 265 millions d'utilisateurs. Ah oui, c'est vertigineux comme chiffre. Beaucoup de choses en Chine, il s'agit d'un marché gigantesque. Ouais. C'est plus de 65 millions de personnes qui se connectent tous les mois et plus de 656 000 consultations au quotidien. Et comment est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle alors? Puisque l'interaction ne se fait pas avec un médecin, et c'est fait tout d'abord avec une intelligence artificielle qui va parler avec vous, qui va vous demander de déclarer vos symptômes et qui va commencer à affiner le diagnostic. Un petit peu comme quand je réserve une voiture de location, j'ai un standard qui me dit est-ce que vous voulez parler telle langue, est-ce que vous voulez partir, enfin voilà, qui affine finalement avant de me mettre en connexion avec un opérateur. Et ça va de plus en plus loin, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle va vraiment vous poser des questions sur déclarer vos symptômes, est-ce que vous avez mal à la tête, est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que vous pouvez déclarer quelle température. Elle va vraiment faire tout ce travail dans des diagnostics, qui est ensuite bien évidemment validé par un médecin salarié de la société, mais finalement de plus en plus, grâce à ces grands nombres de consultations, 600 000 tous les jours, elle s'améliore au quotidien, elle devient de plus en plus puissante. Qu'est-ce que vous préférez, les pure players, c'est-à-dire ceux qui développent une solution, une brique technologique autour de l'intelligence artificielle, ou des plus grands groupes qui sont justement en train de se révolutionner ou se modifier avec cette intelligence artificielle? Alors, l'approche dans le portefeuille reste axée sur 3 piliers. D'une part, c'est la technologie. Donc, on veut vraiment s'assurer que les sociétés qui intègrent le portefeuille ont une vraie capacité technologique autour de l'intelligence artificielle. Vient ensuite l'aspect financier, vérifier que la société a une bonne santé financière, et aussi la valorisation. Et en faisant cette analyse, on retrouve qu'on va avoir des sociétés à la fois déjà très établies, on peut penser à Microsoft ou encore Amazon, tous les deux en portefeuille, ou encore du côté de l'Asie, on va retrouver Alibaba ou Tencent, des très belles entreprises dans leur domaine qui s'améliorent grâce à l'intelligence artificielle. Mais aussi, on va retrouver des plus petites sociétés qui, elles, sont nées parfois dans l'intelligence artificielle et qui proposent des applications qui sont complètement révolutionnaires. Et le portefeuille va être en équilibre entre ces sociétés déjà établies et ces, on va dire, pure players qui vont intégrer le portefeuille. Dans le domaine des pure players, il y en a une à laquelle vous pensez? Il y a une qui est d'ailleurs la première conviction du portefeuille. Elle s'appelle Alteryx. C'est une société américaine qui développe une plateforme qui permet à tous les utilisateurs de collecter les datas, les nettoyer. Ça a l'air anecdotique, mais c'est une tâche qui représentait jusqu'à 60% du temps d'un ingénieur de la data, le nettoyage des données. Oui, parce qu'on rappelle que l'intelligence artificielle se nourrit justement de ces datas, d'où la raison de la puissance chinoise qui a beaucoup d'utilisateurs et donc qui peut en effet développer des algorithmes performants. Comment est-ce que vous voyez justement la position de l'Europe et des entreprises européennes sur ce sujet où on sait que la data est très sensible, on pense à RGPD? Exactement, je pense que cela va représenter parfois un obstacle pour les sociétés pour pouvoir bien se développer. Alors c'est sûr que le cadre réglementaire est nécessaire. Et cela commence à se développer et se mettre en place aux États-Unis. En Chine, on commence à avoir le débat, mais la relation par rapport au tabac, par rapport à la data, elle est moins taboue. C'est-à-dire les Chinois sont un peu moins, ça les met pas mal à l'aise de partager leur data. Donc en Europe, cela limitera du coup le choix des sociétés que nous on peut retrouver. D'ailleurs, parce que vous n'en avez pas cité d'exemple européen. Parce qu'on en a très peu malheureusement. Il y en a un quand même. On trouve quelques belles histoires. Que vous avez mises en portefeuille. Qui sont à la fois dans l'univers d'investissement comme dans le portefeuille. J'évoquerai peut-être la société néerlandaise des paiements Adyen, qui est une plateforme des paiements
qui travaillent aujourd'hui avec les plus belles signatures de ce monde. Je parle d'Uber, Airbnb, Facebook ou encore Netflix qui l'utilisent pour gérer les paiements. Plus de 99,95% des opérations qui transitent via cette plateforme de paiement sont complètement automatisées avec une intelligence artificielle qui s'assure qu'il n'y a pas de risque de fraude et que les transactions se débloqueront en temps et en heure. Bon, c'est ça votre métier, chasseur d'intelligence artificielle. Il faut aller débusquer où est-ce qu'elle est dans la chaîne de valeur. Je le rappelais, votre fonds a un peu plus d'1 an. Est-ce qu'on peut parler des grands chiffres, performances en cours? Oui, tout à fait. On a lancé le portefeuille le 20 juin 2018, donc au début des performances et de la commercialisation. À l'heure actuelle, nous comptons avec 51 millions d'euros d'encours, donc c'est tout à fait satisfaisant par rapport au lancement il y a 1 an. Et les performances sont au rendez-vous. Depuis le début de l'année, le portefeuille est en hausse de 35% contre 20% pour son indice des références, le MSCI World. Et depuis 1 an, la performance est de 12% contre 6% pour l'indice des références. Bon, allez, une dernière question piège pour vous, Rolando, pour finir cette interview. Est-ce que finalement, une intelligence artificielle ne ferait pas mieux qu'un gérant de chair et d'os? Ou est-ce que ce n'est pas l'avenir de votre métier? Peut-être dans très longtemps. C'est vrai que l'investissement en bourse reste un domaine qui est chaotique. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'extraire une loi, une sorte d'équation magique qui pourrait fonctionner. Il faut de l'instinct humain encore? Il y a beaucoup d'instincts humains. Il y a aussi des règles non écrites. Il n'y a pas de règles pour investir en bourse. Il n'y a pas encore une formule à répétition qu'on peut déployer. Donc je pense que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle excelle dans tous les domaines dans lesquels il y a des règles, même si elles sont implicites, comme dans la conduite ou encore dans les paiements, on l'a évoqué. Mais peut-être un jour, dans l'investissement, on le verra. Pour l'instant, on met l'intelligence naturelle au service de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Bon, en attendant qu'un robot et un gérant électronique ne nous remplacent, les journalistes ou les financiers. Merci beaucoup, Rolando, pour ces explications. Je rappelle le nom, Échiquier Artificial Intelligence. Tout à fait. Voilà le nom du fonds. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement. Bons investissements d'ici là.